Ok, j'ai le grand plaisir de vous présenter le professeur Richard Kane, qui est en bonne forme, comme vous pouvez le voir. Et donc, Kane, professeur à l'Université de New York, est l'une des figures clés de la syntaxe comparative, de la théorie syntaxique, vraiment le père de la grammaire générative comparative. Il a introduit énormément d'idées, de découvertes empiriques dans notre domaine. Il suffit de penser, par exemple, à ses travaux sur la construction causative et d'autres constructions du français et des langues romanes. Puis la découverte que je viens d'évoquer dans mon cours sur le caractère fondamentalement binaire des représentations linguistiques, l'algorithme qui met en relation la structure hiérarchique, dont on a beaucoup parlé dans le cours, et l'ordre linéaire avec l'antisymétrie, l'introduction de la méthode microcomparative dont il sera question dans le séminaire d'aujourd'hui et puis dans ses travaux récents, entre autres le rôle des éléments nuls, les éléments non prononcés dans toutes sortes de constructions grammaticales, bien au-delà de ce qu'on aurait pu imaginer. Sur un plan un peu plus personnel, j'aimerais dire que j'ai commencé à apprendre le métier de linguiste en suivant ces cours il y a plus ou moins exactement 50 ans à l'université de Paris 8 Vincennes, donc le cours de Richard Kane, le cours de l'autre grand syntacticien Nicolas Ruvet. Récemment, j'ai fait un tour au bois de Vincennes à la recherche de traces des bâtiments et je n'ai strictement rien trouvé. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que la nature a repris possession des lieux. Il n'y a aucune trace physique de ce qui s'est passé. Néanmoins, ce qui s'est passé dans ces années a laissé une trace profondément gravée dans ma mémoire et dans la mémoire de tous ceux qui ont eu la chance de pouvoir participer à cette saison, à ce moment privilégié de notre discipline en suivant les cours de Richard Kane, de Nicolas Ruvet et des autres qui faisaient partie de cette extraordinaire aventure. Bien, merci beaucoup d'être ici avec nous et à toi la parole. Merci à toi. On parle beaucoup depuis quelques années de la linguistique expérimentale et plus précisément de temps en temps de la syntaxe expérimentale. Mais l'usage récent de ce terme est trompeur. Ce qu'on veut dire par là, à mon sens, c'est pas la syntaxe expérimentale, mais la syntaxe de laboratoire. Parce que il faut, si on y réfléchit un peu, on s'aperçoit que tous les syntacticiens, depuis toujours, font des expériences. Par exemple, si je réfléchis à un problème du français, je prends une phrase française et je fais une expérience là-dessus. Par exemple, je rajoute une négation ou j'enlève une négation. Je change l'ordre des mots dans ma tête ou dans la tête de la personne avec qui je fais ce travail. Et ce sont vraiment des expériences. Et on regarde le résultat et on essaie de comprendre pourquoi on a tel résultat et pas tel autre. De là, on peut continuer dans ce sens et se demander dans quelle mesure il serait possible de faire une expérience sur une langue.
à première vue, on dirait bien sûr que non. Mais on peut imaginer, on peut entrevoir, on peut arriver à voir ce que ça voudrait dire si c'était possible. On prendrait une langue comme le français, on prendrait une propriété bien connue, par exemple, l'objet clitique précède l'infinitif, et on changerait, on apporterait un changement au français, on mettrait le clitique objet à droite de l'infinitif. Et on regarderait pour voir ce qui se passerait. Est-ce que ce petit changement induirait d'autres changements? Et si la réponse est oui, on se demande pourquoi. Et si la réponse est non, on se demande pourquoi. Alors, il est évident que faire une expérience sur une langue comme ça, ce n'est pas possible. Mais on peut, et c'est ce que j'essaierai de vous faire voir aujourd'hui, on peut y arriver, non pas exactement à cette expérience, mais à quelque chose qui y ressemble pas mal. Et on va faire ça en étudiant un ensemble de langues assez semblables les unes aux autres. Et dans le cas précis, il s'agira des langues romanes. On en regardera un certain nombre et on essaiera de déceler les corrélations qui apparaissent si on regarde beaucoup de propriétés. Et on verra qu'il y a des corrélations assez surprenantes. Je passerai à des exemples dans quelques minutes. Je crois qu'on peut voir l'étude d'un ensemble de langues très semblables les unes aux autres comme presque une expérience du genre qu'on ne peut pas faire, parce que quand on regarde le français, ensuite on passe à l'italien, et ce changement qui a à voir avec la position du clitique objet par rapport à l'infinitif, quand on passe du français à l'italien, ce changement apparaît très clairement. Et on peut se demander à ce moment-là, est-ce qu'il y en a d'autres qui sont corrélés au premier changement? Alors passons maintenant à quelques exemples, parce que c'est plus facile de comprendre comme ça. Et prenons comme premier exemple, l'exemple 1 et l'exemple 2, où il s'agit précisément du clitique objet et de sa position par rapport à l'infinitif. Et on s'aperçoit que, bon, c'est des faits bien connus, en italien, le pronom clitique objet suit l'infinitif, contrairement au français, qui le fait précéder. Qui fait précéder l'infinitif du clitique objet. Alors, donc on a farlo en italien et le faire en français. Bon, ça, c'est un fait banal. Vous diriez, bon, c'est pas tellement intéressant. Deuxième exemple. Deuxième exemple moins connu que le premier, les phrases 3 et 4. En italien, on dit au moins une fois par jour une phrase comme « non sanno se partire ». La contrepartie française, en 4, ne marche pas bien. Il y a un linguiste, c'est quelqu'un qui n'est pas tout à fait un linguiste, mais un Italien assez connu, que je ne nommerai pas,
qui était présent quand moi je parlais de ce fait, de cette différence entre italien et français il y a longtemps. Et lui, comme italianophone, n'arrivait pas à comprendre, ne voulait pas comprendre que la phrase 4 ne marche pas en français. Parce que pour lui, la phrase 3 allait de soi à un tel point qu'il pensait que toutes les langues romanes devraient ressembler à l'italien par rapport à ça. Alors, on peut se demander pourquoi est-ce que je prends italien et français. Bon, c'est commode. Il est évident qu'on voudrait étudier le plus grand nombre de langues possibles. Et même si on s'en tient aux langues romanes, on voudrait en étudier un grand nombre, pas seulement italien et français. Et c'est ce que j'ai essayé de faire à diverses reprises. Ce n'est pas très... disons comme ceci, si vous voulez vous imposer la tâche d'étudier toutes les langues romanes, vous en mettrez du temps. Parce que le nombre de langues romanes dépasse de beaucoup le nombre de langues romanes qu'on donne habituellement. Bon, je citerai un travail important du début des années 80 de deux linguistes italiens, Renzi et Vanelli, qui ont étudié la syntaxe des pronoms sujets clitiques dans les dialectes de l'Italie du Nord. Et ils ont découvert que dans cette région relativement restreinte, et par rapport à cette partie relativement restreinte de la syntaxe, il y a au moins 25 grammaires différentes. C'est-à-dire qu'on peut mettre la main sur 25 dialectes différents par rapport à cette partie de la syntaxe. Il semble évident que le nombre de dialectes italiens dépasse les centaines. Ce qui veut dire que le nombre de langues romanes dépasse sans problème les milliers. Donc on ne peut pas toutes les étudier très facilement, mais on peut faire comme font tous les scientifiques, on fait ce qu'on peut, on étudie le maximum possible et on voit ce qui en sort. Alors dans le cas de 1, 2, 3, 4, il y a une généralisation à première vue surprenante qui en sort si on regarde, disons, en faisant ce travail, j'ai regardé peut-être une quinzaine, une petite vingtaine de langues romanes. La généralisation 5, si une langue romane admet 3, c'est-à-dire la contrepartie de 3, alors cette langue romane admettra aussi nécessairement la phrase 1, ou la contrepartie de 1. C'est-à-dire qu'il y a une corrélation très forte entre la phrase 1 et la phrase 3. Soit une langue romane admet les deux, soit une langue romane n'en admet aucune. L'existence d'une telle généralisation devrait surprendre, parce qu'a priori, on pourrait penser qu'il s'agit de deux propriétés très différentes l'une de l'autre. D'une part, il s'agit de la position du clitique, et d'autre part, la possibilité d'avoir
un infinitif précédé du mot c'est aussi, selon la langue romane. Pourquoi est-ce que ces deux propriétés devraient aller ensemble? Alors j'ai proposé une solution il y a longtemps. Et cette idée se trouve en tête de cette page. Il s'agit en partie de l'idée selon laquelle l'ordre infinitif clitique qu'on voit dans l'exemple 1 serait le résultat d'un déplacement de l'infinitif vers la gauche qui le fait passer par-dessus le clitique objet. Par contre, dans l'exemple 2 du français, où le clitique précède l'infinitif, ce déplacement de l'infinitif ne se fait pas. Alors, en partie, c'est une idée très connue, comme c'est dit dans la note 2, les travaux notamment de Pollock sur le français, de Cinque sur l'italien, font apparaître très clairement que pour bien comprendre la syntaxe des langues romanes, il faut penser en termes de déplacement verbal. Et le cas de l'infinitif, c'est un cas spécifique de ce genre. Bon, alors ça, c'est la première partie de l'idée. Deuxième partie de cette solution a à voir avec le sujet de l'infinitif dans les phrases 3 et 4. Alors, vous direz peut-être que vous ne le voyez pas, le sujet de l'infinitif. Et vous auriez raison de le dire. Mais une chose fondamentale qu'on a appris en syntaxe, et même avant la syntaxe générative de Chomsky, c'est que tout ce qui est important en syntaxe ne se voit pas. Il y a des choses importantes qui ne se prononcent pas. Le cas du sujet d'un infinitif, c'est un cas bien connu de ce genre dans beaucoup de langues et dans beaucoup de cas précis. On peut avoir un infinitif, on comprend qu'il y a un sujet, mais ce sujet ne se prononce pas. Et c'est le cas de 3 et 4. Alors on dira, on utilise le terme pro en majuscule pour parler de ce sujet non prononcé. Alors pour des raisons un peu trop complexes pour que je puisse les présenter aujourd'hui, il y a le principe 6 qui dit que ce sujet non prononcé de l'infinitif ne peut pas se laisser précéder immédiatement par le c'est ou le si des langues romanes. En français, par exemple, on a, comme c'est marqué en 7, on a si, partir, ce qui correspond à l'exemple 4, et ce sujet pro intervient entre si et partir, et cette configuration est exclue par le principe 6. Alors, vous direz, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que l'italien admet la phrase 3 ? L'idée, c'est que en italien, comme je le disais tout à l'heure, l'infinitif se déplace assez loin vers la gauche. Et plus précisément, en italien, l'infinitif partire, qui se voit en 8, se déplace à gauche de pro. Ce que l'infinitif français ne fait pas. Cela veut dire qu'en italien, on n'a pas la configuration de 7, mais plutôt celle de 8. Et la configuration de 8
est compatible avec le principe 6, parce que en 8, pro n'est pas précédé immédiatement par c'est, parce qu'il y a l'infinitif entre les deux. Dernière partie maintenant de la solution que je crois toujours être valable. Si l'infinitif se déplace comme il le fait en italien et comme on en voit le résultat dans 8, à ce moment-là, ce genre de déplacement long de l'infinitif mettrait forcément l'infinitif à gauche d'un objet clitique s'il y en a un, comme dans l'exemple 9. Par contre, le français n'admettrait pas un exemple comme 10, parce que l'infinitif français ne se déplace pas de la même façon. Et ce qui veut dire que l'infinitif français, parce qu'il se déplace relativement peu, n'arrive pas à se mettre à gauche de pro. Et de cette façon, en français, on n'arrive pas à atteindre la configuration 8, et à ce moment-là, la phrase 4 reste impossible. Alors, pour résumer ce premier exemple, la généralisation 5 de la première page, qui est une généralisation de type syntaxe micro-comparative. Alors, il faut voir que le terme micro-comparatif et puis l'autre terme semblable macro-comparatif, ce ne sont pas des termes précis. C'est plutôt une échelle et étudier un ensemble de langues romanes, on peut bien appeler ça syntaxe micro-comparative, mais il est évident qu'il y a des études envisageables qui seraient micro à un degré supérieur. Par exemple, on pourrait, comme dans l'étude que j'ai citée de Renzi et Vanelli, étudier un ensemble de dialectes de l'Italie du Nord. Ça serait encore plus micro-comparatif, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, il faut simplement avoir ça en tête. Alors, la généralisation 5 nous apprend quelque chose sur la syntaxe de ce pro non prononcé. Et c'est un argument qu'on n'aurait pas trouvé sans faire d'études comparatives. Alors, donc, on se trouve devant un exemple de travail syntaxique qui montre que étudier un certain nombre de langues de façon comparative, dans certains cas, permet d'arriver à des conclusions portant sur le caractère général de la syntaxe qu'on n'aurait pas pu trouver autrement. Et il est important, et ce n'est pas un hasard que j'ai pris ici un exemple qui a à voir avec un aliment non prononcé. Parce qu'on va voir maintenant dans la deuxième partie de cette présentation un autre exemple de quelque chose, d'un élément syntaxique non prononcé. Alors, regardons l'exemple 11, phrase banale du français. Si on ne prononce pas le nom, si on laisse tomber le nom, on se retrouve en français avec la phrase 13.
et pas avec la phrase 12. Le français, la propriété, si on a quel, et si on ne prononce pas le nom, il faut mettre l'article défini, et on se retrouve avec lequel. En ceci, le français se distingue de l'italien. En italien, on dit 14, où il y a un contraste net entre 14 et 12, et de manière inverse, l'italien n'admet pas 15, et de nouveau contraste net avec le français 13. Donc, différence intéressante à première vue entre l'italien et le français. Encore une différence, les superlatives. Si on prend les superlatives post-nominaux comme dans 17, on s'aperçoit qu'en français, le superlatif post-nominal exige la présence de l'article défini, immédiatement à gauche du mot plus. Et on se retrouve donc en 17 avec deux articles définis, ce qui, en français, n'est pas chose courante. Les superlatifs, c'est le seul exemple, je crois, de ce genre. Chose intéressante, en italien, c'est le contraire. La phrase 18 est possible en italien, contrairement à la phrase 16 du français. Et la phrase 19 de l'italien ne marche pas, contrairement à la phrase 17 du français. Bon, encore donc une différence, vous voyez qu'il y en a beaucoup entre le français et l'italien, mais encore plus intéressant, c'est la généralisation 20. Si une langue romane exige la présence de l'article défini devant sa contrepartie de quel interrogatif, comme le fait le français, alors cette langue romane exigera la présence de l'article défini devant un plus superlatif postnominal. C'est-à-dire que les deux différences qu'on vient de voir, d'une part, la première ayant à voir avec quel et la deuxième avec les superlatifs, sont corrélées entre elles. Constatation un peu surprenante. Le syntacticien doit se demander pourquoi ces deux propriétés, à première vue, n'ayant rien à voir l'une avec l'autre, pourquoi est-ce qu'elles seraient corrélées de cette façon? Alors, dans un autre article, j'ai proposé qu'une partie de la solution doit passer par l'idée selon laquelle l'article défini de 13, de la phrase « lequel préfères-tu », contrairement aux apparences, l'article défini de « lequel » est postnominal lui aussi. Et cela est indiqué en 21. Donc on a lequel, et ça, bon, on voit ça sans problème. Dans une phrase comme 13, on ne voit pas de nom, contrairement à la phrase 11, « Quel livre préfères-tu » Alors, une chose que je crois vraie, et à la fois vraie et importante, c'est que en linguistique et en syntaxe surtout, très souvent, il y a de très bons indices pour indiquer que, pour soutenir la présence d'un certain élément non prononcé, sans qu'on sache immédiatement où se trouve cet élément non prononcé. Et c'est vrai même pour le cas de pro, sujet de l'infinitif. J'ai promis de le faire,
le faire, bon, on a un infinitif, il y a un pro-sujet qui ne se prononce pas, on peut être d'accord. Mais si on se demande où exactement dans la structure se trouve ce pro non prononcé, la réponse est moins rapide. Et dans le cas de lequel, c'est exactement la même chose. Il est quasiment certain que dans une phrase comme lequel préfères-tu, il y a un non prononcé. Mais être d'accord là-dessus ne nous donne pas automatiquement une réponse à la question où se trouve exactement ce non prononcé. On pourrait bien penser que, étant donné que dans la phrase 11, quel livre préfères-tu, le non-livre suit le mot interrogatif quel, on pourrait très bien penser que c'est la même chose en 13, lequel suivi du non prononcé. Ce n'est pas tout à fait faux, mais ce que j'ai indiqué en 21 reflète l'idée selon laquelle ce non se déplace. Alors on peut constater que 21 ressemble à 17, c'est-à-dire que si on admet que 21 représente bien la structure d'une phrase avec lequel, sans nom visible, on se retrouve avec un parallélisme clair entre 21 et 17. Ce qui m'a permis, dans cet article, de dire que la généralisation 20 reflète une différence très générale entre le français et l'italien en ce qui concerne les conditions dans lesquelles on prononce un article défini. Mais je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. Autre généralisation micro-comparative apparentée à 22. Si une langue romane exige la présence de l'article défini devant sa contrepartie de quel interrogatif, alors cette langue romane n'admettra pas davantage de pluriel sans article que le français. Alors, il s'agit de la différence entre français et italien qu'on voit en 23 et 24, sont des faits bien connus. L'italien admet, dans une certaine mesure, disons, l'italien admet beaucoup plus facilement que le français des objets sans article visible. Donc la différence entre 23 et 24 est bien connue. Ce qui est surprenant, c'est que cette différence-là est corrélée au fait concernant quel interrogatif, comme c'est dit dans 22. Alors de nouveau, je passerai sur beaucoup de détails. Je pense qu'on peut en conclure qu'on se retrouve de cette façon avec un bel argument en faveur de l'idée que le syntagme nominal libri en 24 est accompagné d'un article défini. Exactement comme, très probablement, comme quale dans la phrase 14. Alors, il est très possible qu'en italien, dans une phrase comme 24, il y a non seulement un article défini non prononcé, mais aussi une préposition comme de non prononcé. C'est-à-dire, il est très possible qu'en italien, dans une phrase comme 24, on retrouve le de la phrase 26.
qu'on voit de manière plus systématique en français qu'en italien. Troisième partie de cette présentation, dernière partie, j'ai dit au début que... oui. J'ai dit au début qu'en italien, le clitique objet se met toujours à droite de l'infinitif, comme on le voit en 27. Et 28 ne marche pas. En italien, contrairement au français, on en a déjà discuté un peu. Mais il y a une exception à l'intérieur de l'italien, une exception bien connue, qu'on voit en 30. Si on prenons, pour commencer, 29, en 29, il s'agit... il y a un autre fait italien qui est intéressant ici, mais pas central à ce qui va suivre, ou enfin, disons, moins central qu'autre chose. L'italien, dans les impératifs négatives familières de deuxième personne au singulier, utilise un infinitif. Alors, la phrase 29, non farlo, se dirait en français, ne le fais pas. En italien, pour des raisons que je mettrai de côté, on a un infinitif. Même chose en 30, non lo fare, phrase impérative, mais avec infinitif. Alors, la phrase 29 ne surprend pas. On retrouve le pronom clitique lo à droite de l'infinitif, comme on s'y attend. Mais la phrase 30 est exceptionnelle parce que, normalement, comme on le voit en 28, l'italien n'admet pas de mettre le pronom clitique à gauche de l'infinitif. Alors, de nouveau, on se demande pourquoi. Je dirais... je crois que il y a certainement, en étudiant la syntaxe, on trouve de temps en temps des faits qui sont inexplicables. C'est des faits tellement idiosyncrasiques que ce n'est pas la peine de chercher une explication. Je crois que cela arrive, que c'est vrai bien plus rarement que ne le pensent certains. Et je crois que, de manière générale, la bonne démarche à suivre, c'est de toujours se demander pourquoi, de toujours poser une question genre pourquoi. Alors si on s'aperçoit que la phrase 30 est exceptionnelle à l'intérieur de l'italien en ce qui concerne la position du clitique objet, il faut qu'on se demande pourquoi. Alors de nouveau, je crois que dans ce cas, on trouve un indice important en faisant une étude comparative. Et c'est un indice qu'on n'aurait pas pu trouver, je crois, en étudiant simplement l'italien. Et on voit où je veux en venir en regardant 31. Étant donné l'existence à la fois de 29 et de 30, on peut se demander s'il y a des différences entre les deux. Et ce qu'on trouve, c'est, comme c'est dit en 31, le type non lo fare de 30 est plus répandu au centre et au sud de l'Italie que dans le nord. Et cette
généralisation est à comparer avec 32. Le déplacement long du clitique objet. Alors là, il s'agit d'une autre, encore une différence entre le français et l'italien. En français, on dit je le veux. On disait en français contemporain, on dit je veux le faire et on ne dit pas je le veux faire. En italien, on peut dire les deux. C'est-à-dire, on peut dire voglio farlo et on peut dire lo voglio fare, phrase dans laquelle le critique objet s'est déplacé assez loin vers la gauche. Or, fait dont on ne parle pas beaucoup, c'est que ces déplacements longs des critiques objets ne se font pas tout à fait de la même façon partout en Italie. C'est-à-dire que 32 semble être valable, et il y a des références que dans la note 6. Le déplacement long du critique objet, comme dans l'exemple lo vogliamo fare, se trouve plus facilement au centre et au sud de l'Italie qu'au nord. Alors 31 et 32 se ressemblent et on peut se demander pourquoi. Pourquoi ces corrélations existent. C'est-à-dire que si on met ensemble, si on réfléchit en même temps à 31 et à 32, on s'aperçoit qu'un certain type de phrase impérative est en corrélation avec le déplacement non déclitique. Et alors là aussi, j'ai proposé quelque chose dans un article relativement récent. Il n'a que j'ai écrit il y a 32 ans, mais bon. Et l'idée, c'est assez simple. L'idée, c'est que une phrase impérative comme 30 en italien fait intervenir le déplacement long du clitique. À première vue, le clitique objet lo en 30 n'a pas l'air de s'être déplacé beaucoup. Mais en mettant ensemble 31 et 32, on en arrive à l'idée que dans la phrase 30, il y a un auxiliaire non prononcé par-dessus lequel le critique lo s'est déplacé. Et cela est indiqué en 34, où sta en majuscule représente cet auxiliaire non prononcé. Alors, vous diriez peut-être que, bon, pourquoi inventer ce genre d'auxiliaire? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des raisons indépendantes de penser qu'un tel auxiliaire puisse exister? Et la réponse, bien entendu, parce que sinon je n'aurais pas parlé de ça, la réponse est qu'on trouve ce genre d'auxiliaire un peu spécial dans certains dialectes du nord de l'Italie, comme dans l'exemple 33, qui vient du dialecte de Padoue. Et donc, l'idée globale, c'est de dire que dans la phrase 30 en italien ressemble beaucoup à la phrase 33 du dialecte de Padoue. La différence, c'est que l'auxiliaire en question se prononce dans le dialecte de Padoue et ne se prononce pas dans la phrase 30. Alors vous voyez de nouveau qu'il y a d'une part toute une série de différences entre le français et l'italien, et vous voyez de nouveau qu'on peut arriver à mieux les comprendre, ces différences, si on fait une étude de type comparatif. Et dans tous les cas, ce n'est pas tout à fait par hasard que dans les trois cas dont j'ai parlé, premièrement
ayant à voir avec ce sujet de l'infinitif non prononcé. Deuxièmement, l'article défini non prononcé, souvent en italien. Et troisième exemple, cet auxiliaire qui n'est pas prononcé dans les exemples comme 30. Dans tous les cas, on est arrivé à des résultats en passant par la syntaxe comparative, micro-comparative. Et dans tous les cas, il s'agit de quelque chose qui ne se prononce pas. Et je crois qu'on peut dire que, donc bien sûr que j'ai choisi ces exemples exprès, mais c'est aussi parce que je crois que tout ce que j'ai présenté aujourd'hui, non seulement nous apprend à quel point les études comparatives, de syntaxe comparative, peuvent être importantes, mais on se retrouve avec une conclusion pas nouvelle, mais concernant l'importance, la présence presque partout d'éléments syntaxiques non prononcés qui jouent un rôle important dans la syntaxe. Je crois que je mentionnerai rapidement quelque chose que je ne maîtrise pas moi-même, mais il y a un très beau petit livre du physicien Feynman, dans lequel il se pose la question de savoir qu'est-ce que les physiciens diraient si on leur demandait en une phrase de résumer quelque chose de fondamental par rapport à ce qu'ils ont étudié, eux. Et la réponse de Feynman, c'est qu'il dirait que tout est composé d'atomes et que ces atomes bougent. Quelque chose dont les Grecs ne soupçonnaient pas l'existence. Je crois que si on posait cette question linguiste, en une phrase, qu'est-ce que vous avez découvert de plus important? On pourrait, il n'y a pas une seule réponse envisageable, mais une réponse intéressante, je crois, serait que, premièrement, s'agissant de langues orales, de langues qui se parlent, on a découvert l'existence d'éléments non prononcés qui sont inaudibles, malgré le caractère parlé des langues humaines. Et deuxième partie, ces éléments non prononcés ont des propriétés subtiles qu'on peut étudier et qui peuvent nous renseigner sur beaucoup d'aspects des langues humaines en général. Merci beaucoup.